Niger, on connaît le peloton de tête en 2020 en matière de corruption au Burkina Faso. Il s'agit de la police municipale toujours en tête, suivie respectivement de la police nationale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes et la gendarmerie nationale. C'est le rapport 2020 du RENLAC sur l'état de la corruption qui le révèle. Vous le verrez tout de suite dans ce journal. Au troisième et dernier jour de l'audition du principal accusé dans le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons, l'interrogatoire a encore été marqué par des rebondissements relatifs aux pics lancés par le général, comme par exemple quand le lieutenant au moment des faits renvoie la procureure à ses cours. Ça aura été une audition riche en échanges pour faire éclater la vérité, mais la position du général est restée la même. Il n'est pas coupable des faits à lui reprochés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Direction le siège du MPP pour ouvrir ce journal. L'ambassadeur de la République de Chine populaire y était ce matin. Objectif, féliciter Alassane Balaza Kandé, récemment porté à la tête du parti. Il s'agissait aussi du renforcement des liens entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple pour le progrès. On écoute tour à tour l'ambassadeur chinois et Alassane Balaza Kandé à leur sortie d'audience. Une lettre de félicitations au niveau pour la nouvelle direction politique du MPP issue du congrès de septembre. Cela prouve l'excellence des relations qui ont toujours existé entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple pour le progrès. Au-delà de ça, le Parti communiste chinois qui a 100 ans d'existence et qui a tout récemment eu à faire son 19e congrès, c'est ça, et a tenu également à partager les documents de ce congrès avec nous. Et donc ce matin, c'est recevoir les félicitations de ce parti frère et ami, recevoir également de la documentation par rapport aux conclusions de leur congrès. C'est ce que nous avons fait de même. Vous savez qu'entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple burkinabé pour le progrès, ça dit qu'il y a des relations qui existent depuis mon prédécesseur. Et donc nous faisons que rentrer dans ce sillon-là pour continuer à œuvrer à ce que les relations puissent se renforcer davantage. Lorsque le rétablissement des relations diplomatiques depuis 2018, alors les relations officielles entre les deux partis au pouvoir s'établissent en même temps. Et puis ça fait plus de 3 ans, les deux partis au pouvoir ont mené beaucoup d'échanges. On fait beaucoup de coopération, non seulement sur le plan de formation, mais aussi, surtout, sur comment construire un parti au pouvoir, comment faire dynamiser les jeunes, comment faire mobiliser beaucoup de gens pour bien construire ensemble une société de cohésion sociale, une société vraiment forte, de puissante pour le bien-être de tout le peuple. Et comme annoncé tout de suite en titre, la police municipale reste fidèle à sa mauvaise réputation, est-on tenté de dire. En tout cas, elle est de nouveau en tête dans le classement des services les plus corrompus au Burkina Faso en 2020, avec un taux de 75,23%. Elle est suivie respectivement par la police nationale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes et la gendarmerie nationale. L'information a été donnée hier par le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, au cours du lancement officiel de son rapport 2020 sur l'état de la corruption au pays des hommes intègres. Plus de précisions avec Luc Pac-Belgen. La police municipale, la police nationale, la douane, la direction générale des transports terrestres et maritimes et la gendarmerie sont présentés comme les services les plus corrompus au Burkina Faso en 2020. Le rapport du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption sur l'état de la corruption informelle, ces services occupent le top 5 en matière de corruption. Un classement avec la présence de 4 corps paramilitaires, avec la douane et la police nationale qui font le sens inverse. La douane a quitté la 2e pour la 3e place pendant que la police nationale monte en puissance dans ce classement peu honorable. L'indice synthétique de perception de la corruption ISPC, une innovation majeure du rapport 2020, calculé à partir de la perception des enquêtés sur la fréquence et l'évolution de la corruption, montre
une constante augmentation du phénomène depuis 2016. La proportion des enquêtés qui pensent que la corruption augmente au Burkina Faso est passée de 10,01 en 2016 à 42,40 en 2020, soit un écart de plus de 30 points de pourcentage, ce qui représente un taux d'accroissement de plus de 400% en l'espace de 5 ans. Le rapport du RENLAC sur l'état de la corruption est le fruit d'un sondage auprès de citoyens dans les 13 chefs-lieux de région, plus la ville de Pouitenga où l'activité commerciale est développée. La douane, le CCVA, l'action sociale, l'administration générale, les impôts, l'enseignement supérieur ont amélioré leur classement par rapport à 2019. Par contre, la police nationale, la justice, l'enseignement secondaire et les collectivités territoriales ont vu leur situation se dégrader. L'analyse des actions de lutte anticorruption au sommet de l'État et dans les administrations publiques prouve à suffisance que le pouvoir en place n'a pas encore pris la pleine mesure de la situation. Le rapport constate une inertie, voire une impuissance à peine voilée de l'exécutif face au développement du phénomène. Ni le président du Faso, ni son premier ministre, encore moins les autres membres du gouvernement, n'ont été dans de bonnes dispositions pour engager une lutte sans merci contre le phénomène. Le quintet de la corruption burkinabé a été épinglé à travers leurs activités de routine que sont les contrôles urbains, les contrôles d'identité et au niveau des actes de renouvellement des documents de conduite. Les élections 2020 ont fortement contribué à la corruption, note ce rapport qui met en tête des partis corrupteurs comme le MPP, le CDP et l'UPC. Des nouvelles du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara à présent et direction la salle des banquets de Ouaga 2000, vous le savez, transformée pour l'occasion en salle d'audience du tribunal militaire. Était toujours à la barre hier le principal accusé, en l'absence bien sûr du président Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafondo, troisième et dernier jour d'audition du général Diendéré, toujours aussi animé que les deux dernières auditions. Le lieutenant, au moment des faits, est resté sur sa position. Il n'est pas coupable des faits à lui reprocher. On fait le point de ce dernier jour d'audience avec Benjamin Kwame. L'audience de ce 11 novembre a commencé avec quelques questions d'éclaircissement du parquet sur les attaques qui devraient avoir lieu sur le Conseil national de la Révolution. Le parquet fait observer que si le général Gilbert Diendéré a pris tout seul l'initiative d'organiser cette réunion le 15 octobre 1987 pour, selon lui, prévenir et dissuader une éventuelle attaque, c'est qu'il pouvait aussi, à son niveau, prendre des dispositions pour que cette attaque ait lieu, afin d'atteindre ses objectifs. Il était certes adjoint de Blaise Compaoré, mais c'est lui qui commandait tous les hommes du Conseil de l'Entente. Donc il a une part de responsabilité dans cet événement malheureux, soutient l'un des procureurs. Lui qui déclare donc que Diendéré a failli dans sa mission. Et le responsable de la sécurité présidentielle à l'époque d'expliquer « Je ne peux pas dire que j'ai failli, mais c'est un pincement au cœur que j'ai, vu qu'il y a eu un drame où j'étais le chef. » Et Diendéré d'ajouter qu'il y a eu manquement quelque part. Mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas donné d'instructions pour éviter l'événement, déclare-t-il. Je ne peux pas dire donc que je suis responsable. Le président du tribunal demande alors au parquet si le chef de corps et son adjoint peuvent avoir les mêmes missions et attributions. La procureure répond que le chef et l'adjoint peuvent avoir les mêmes attributions. L'adjoint peut mener les missions assignées au chef de corps. Diendéré, lui, indique qu'il y a une différence entre les deux. C'est pourquoi d'ailleurs ils sont dissociés avant d'ajouter que durant son parcours, il a été chef de corps adjoint, puis chef de corps. Je sais de quoi je parle. Donc, madame la procureure, vous êtes à côté de la plaque. Je vous invite à aller revoir vos documents. Laisse entendre Diendéré. Paul Kéré, l'un des avocats de l'accusé, d'une voix chaude, prend la parole. Je voudrais dire à la veuve du président Thomas Sankara que parmi la défense de Gilbert Diendéré, il y a des sankaristes. Pour lui, sous la Révolution, n'importe quel élément de Blaise Compaoré pouvait commettre un crime sans qu'il ne soit poursuivi. On vous prend, on vous fait, et puis il n'y a rien, clame-t-il.
Debout durant tout son interrogatoire, dans sa tenue léopard, Gilbert Diendéré annonce que cette tenue a été introduite depuis les années 74 par le capitaine Thomas Sankara et améliorée par le capitaine Blaise Compaoré. Alors, en la portant, je me fais le descendant de ces deux chefs que je respecte beaucoup. Et il ajoute, comme on dit que c'est une tenue de combat, je veux montrer que je suis prêt à aller au front, déclare-t-il. La partie civile estime que cette posture ne passera pas. Que cette image-là ne pourra pas résister aux poursuites qui ont été engagées contre lui. Nous avons suffisamment démontré hier quelle était sa responsabilité. Et nous allons continuer encore de le démontrer avec les témoins qui viendront à la barre pour montrer comment et combien toute sa défense est construite sur des contre-vérités. Le parquet insiste en indiquant que Diendéré a su, après les renseignements, qu'il y a eu un massacre et il n'a rien fait. Donc, il ne peut pas rejeter toutes les responsabilités qui le concernent. Sa défense rejette tout de suite ses observations. L'action, la complicité, qu'est-ce qu'elle suppose? Par aide, assistance, ou même omission, la complicité. Mais en l'espèce, lui-même a été surpris. Et puis, heureusement qu'il s'est déporté sur les lieux en survêtement. S'il était venu avec ces éléments, lui-même aurait été victime. Heureusement qu'il est en survêtement. Heureusement qu'il n'était pas armé. Voilà les choses. Il faut raconter ça, il faut dire ça aux choses, au peuple burkinabé. L'avocat de Naboswende Ouedraogo, un accusé dans ce procès, cherchant à disculper son client, s'est invité dans l'interrogatoire. Il fait observer au tribunal que sous le règne de Thomas Sankara, il y a eu beaucoup d'assassinats. Il cite même le chef d'état-major de la gendarmerie à l'époque, Nézian Bazembié, le commandant Sawadogo Amadou, assassiné en 84, l'étudiant Christophe Bewende et l'incendie de l'observateur Palga. L'avocat est ferme. Le CNR était un régime sanguinaire. Thomas Sankara était comme tout autre homme. Il avait son côté ange et son côté démon, car tous les hommes tués sous son règne n'ont jamais eu de procès. Le président du tribunal lui fait comprendre que pour l'heure, c'est la recherche de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara et les 12 autres qui concernent son tribunal. Le général Gilbert Diendéré, après 3 jours d'audience, lui, dit se réjouir d'avoir permis au tribunal de découvrir un peu plus les événements du 15 octobre 1987. Le procès reprendra le lundi 15 novembre prochain avec d'autres accusés. Et on met le cap à présent sur Bobo Dioulasso, où la 17e édition de la Semaine du numérique bat son plein depuis ce 9 novembre. En marge de ce rendez-vous du numérique, la Direction générale du développement de l'industrie numérique a organisé ce mercredi 10 novembre un forum des start-up numériques. Un conclave qui a permis à des acteurs de l'écosystème du numérique de partager leur expérience avec des start-up. L'objectif était de relever les problèmes qui minent le développement de ces start-up au Burkina Faso et faire des recommandations afin de changer la donne. Les précisions de Majid Bakouan. Proposer des solutions pour booster l'entrepreneuriat numérique au Burkina Faso, c'est tout le sens de ce forum des startups numériques. Mais avant, les panélistes ont relevé les problèmes qui minent le développement des startups au Burkina Faso. Selon eux, il s'agit entre autres de l'insuffisance dans la formation, l'absence des tests et le manque d'espace de stockage local. Ces acteurs de l'écosystème du numérique ont au cours de ce forum dégagé des recommandations qui devraient permettre de résoudre ces problématiques des startups. Ce cadre de partage d'expérience qui a vu la participation d'élèves et étudiants est initié par la Direction générale du développement de l'industrie numérique. Nous avons aujourd'hui cette montée en puissance, en tout cas de ce qu'on appelle start-up, même si pour la définition du cycle start-up, il y a encore des petites incompréhensions. Mais on se dit qu'il y a tellement de start-up aujourd'hui qui sont en train d'évoluer pour transformer digitalement les secteurs d'activité qu'il est important qu'on arrive à les organiser pour mieux impacter en tout cas, les différents secteurs d'activité avec leurs idées, avec leurs créations. Donc on s'est dit que la semaine du numérique, qui est vraiment le tremplin des acteurs de l'écosystème numérique du Burkina Faso, qui puissent en fait s'y retrouver, présenter en fait ce qu'ils ont comme retour d'expérience et également voir dans quelle mesure ils peuvent mieux s'organiser pour impacter encore davantage les secteurs d'activité. Comme solution pour booster l'entrepreneuriat numérique au Burkina Faso, les communicateurs proposent une adaptation des curricula enseignés et la mise en place de structures d'accompagnement des startups. Ce forum se tient en marge de la 17e édition de la Semaine du numérique,
qui se tient du 9 au 13 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso. Religion, on en parle aussi dans cette édition avec le 7e anniversaire de l'église Source d'eau vive. Source d'eau vive, c'est 7 ans de prophétie, d'évangélisation et de guérison notamment. Un parcours de combat qui a permis aux usagers de cette église d'apprécier la puissance de Dieu. C'est une existence qui méritait d'être célébrée et au-delà, rendre grâce à l'Éternel pour son assistance. Les précisions de Alexis Belmnaba. L'église Source d'eau vive a 7 ans de ministère, 7 ans d'épreuves, de prophéties, de miracles, de guérison, mais aussi d'évangélisation de la population de la ville de Ouagadougou. Ce dimanche 7 novembre, le fondateur Serge Emmanuel Dalla et les fidèles chrétiens marquent un arrêt pour apprécier les faveurs et les grâces divines reçues à travers chants et louanges. 7 ans de ministère, voilà, 7 ans d'épreuves, 7 ans de difficultés, 7 ans de combat, mais aussi 7 ans de puissance, 7 ans de la révélation divine, 7 ans d'évangélisation et 7 ans de la manifestation de la puissance de Dieu. Alors Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a accompagnés, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré toutes les difficultés. Et nous nous sommes dit, comme Dieu lui-même a travaillé 6 jours, qui s'est reposé le 7e, alors nous nous sommes dit en nous, pourquoi pas le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection de Dieu, s'arrêter et dire merci à Dieu. La Bible dit, il est bien de prier, mais il est aussi bien de persévérer avec action de grâce. 7 ans de ministère, c'est aussi plus de maturité spirituelle dans la foi. Les pasteurs et des chantres venus de diverses églises joignent leur voix à celle des fidèles de cette église pour des actions de grâce. Mais chaque jour, Dieu a permis à ceux qu'il évolue. Et vous voyez aujourd'hui, 7 ans avec plus de 500 membres, je pense que c'est vraiment une grâce de Dieu. Parfois, il faut s'arrêter, reconnaître les bienfaits de Dieu et lui témoigner notre reconnaissance pour encore un nouveau départ. Notre vie est une vie de reconnaissance. Quand tu sais plus ou moins là où le Seigneur t'a enlevé, ta vie est une vie de reconnaissance tous les jours, chaque seconde. J'ai pour l'habitude de dire, c'est vrai que je n'ai pas tout ce que je veux, mais je ne suis plus là où j'étais hier. Alors je suis là également pour dire merci au Seigneur, comme l'Église et comme l'apôtre Emmanuel Dalla, pour dire merci au Seigneur pour les 7 années qu'il accorde à ce ministère. Pour le pasteur Serge Emmanuel Dalla, la paix est indispensable pour tout développement. C'est pourquoi une prière spéciale a été dite lors de cette cérémonie pour le retour de la stabilité au Burkina Faso. Nous parlons maintenant de culture. Pour vous qui êtes passionnés d'art plastique, si vous n'avez pas encore fait un tour au RIPO, les rencontres internationales de peinture de Ouagadougou, elles vous ouvrent ses portes jusqu'au 14 novembre prochain. Les RIPO cette année conjuguent art et défis du moment, comme la Covid-19 et la nécessité de vivre ensemble. Maxime Ilboudo, lui, a déjà fait un tour. Regardez. Le tableau met en relation un chien et une chatte aux formes humaines qui font fi de leurs divergences pour faire place à la cohésion sociale. C'est avec cette image que le plasticien camerounais Aldovic fait part de sa vision sur le vivre ensemble à cette exposition aux rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. L'œuvre qui allie symboles et couleurs est intitulée Point de rencontre. J'ai voulu ici apporter ma contribution face à ce monde qui se meurt. J'ai voulu proposer, de par ces 2 animaux qui sont de nature, qui ont déjà de par leur origine se détestent, de nous montrer qu'il faut qu'on essaie de vivre ensemble malgré nos différences, que ce soit de couleur, soit d'ethnie, soit de pays, soit de continent. En fait, c'est une invitation aux populations du monde à essayer de vivre ensemble. Outre ce tableau, il y a également celui-ci qui suscite l'admiration des festivaliers. L'œuvre traite de la Covid-19, une pandémie qui a mis en branle le monde. À travers cette œuvre, l'auteur retrace les effets de la crise sanitaire. Cet être-là, qui est moi en fait, il s'est replié sur elle-même. Ici, pas de détails pour le corps, mais c'est le cercle Corona, c'est le cercle de la vie qui est agressé par ce virus-là. Mais le fond est clair. Ça donne aussi l'esprit qu'un jour, on va dépasser ça et on va partir vers le vide qui nous agace. Parce que le risque est toujours là, mais cette couleur qui est neutre,
peut-être nous donne l'espoir de revivre mieux. Ils sont nombreux, ces artistes plasticiens qui exposent leurs œuvres à cette 4e édition des rencontres internationales de peinture de Ouagadougou. Durant une semaine, les professionnels de l'art visuel vont partager leur expérience autour du thème pour la survie des arts transnationales. C'est de permettre aux artistes et aux œuvres de pouvoir circuler. Ne serait que le numérique, les œuvres peuvent circuler. Et nous avons de grands professionnels qui sont là, comme le Dr Mohamed Sek qui vient de Suisse, le professeur Demergès qui vient de France, un certain nombre de grands artistes qui vont mener des masterclass, montrer aux artistes comment, dans ces périodes difficiles-là, comment arriver à trouver la clientèle. On a des masterclass demain et après-demain qui vont leur montrer les subtilités du commerce transnational en matière d'œuvres d'art. Près de 56 œuvres sont exposées sur le site de l'Association pour la promotion des arts plastiques. Les prix des tableaux oscillent entre 32 000 et 13 millions de francs CFA. Elle est créatrice de mode, un choix né d'une passion, la confection des boucles d'oreilles à base de pagne. Linatou Kourouma est aujourd'hui promotrice de LK Création qui fait dans le vestimentaire et les accessoires qui vont avec, comme les sacs à main et autres. Jeune entrepreneur, les difficultés liées à sa profession ne l'ont pas fait reculer jusque-là. Elle compte même d'ailleurs ne pas baisser les bras. Elle peut se réjouir déjà puisqu'elle fait des heureux. Voyons tout cela avec nos confrères du studio Yafa qui ont rencontré Dame Kourouma pour nous. Je viens de la recevoir et il y a un mariage d'une collègue le samedi 11. Et voilà, je vais la porter pour la première fois et on va voir. Le mannequin est là. J'ai commencé à confectionner des boucles d'oreilles pour mes amis. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas en faire quelque chose à but lucratif aussi. Ça, c'est une robe également qu'on a fait avec du cocodonda. Celle-là, c'est du compressor. Partout, il y a des élastiques qui fait qu'on peut la porter facilement. On essaye, comme on peut aussi, de mettre en valeur les tissus locaux comme le cocodonda. Voilà, bientôt le bogolan aussi qui vient. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui venait comme accessoire en pagne. Mais quand j'en voulais, il fallait que j'en commande à Ouaga ou carrément en dehors du pays. Donc, je me suis dit que c'était une opportunité aussi de proposer ces produits à Bobo-Dioulasso. Et voilà, on vient de naître, on est toujours en train de grandir et au fur et à mesure, la demande augmente. On arrive à fidéliser plus de clients et voilà, ça rapporte et c'est sûr qu'à long terme, ça va être vraiment quelque chose de bien. J'ai rencontré quand même quelques difficultés qui font qu'il faut aimer pour pouvoir continuer. Je propose généralement des combinaisons pour faciliter le choix à la clientèle. Vous prenez une tenue, vous avez directement une chaussure qui va avec, des boucles qui vont avec, pas forcément ce que vous allez retrouver ailleurs. J'ai déjà participé à un défilé SIA Fashion Night. C'est le premier défilé d'ailleurs, c'est là que LK a été lancé. Et c'est la date de ce défilé même que je considère comme la naissance de la marque LK. J'ai fait une formation en fabrication d'accessoires avant de me lancer. Mais il n'y a pas de domaine où vous allez entrer et être le seul à le faire. Donc forcément, on commence quelque part et avec nos idées, on se démarque pour aller plus loin. Actuellement, je travaille à la maison. Je fais pratiquement tout ici. Et pour la vente, c'est essentiellement en ligne. Présentement, comme elle est à Bobo, et moi je suis à Ouaga ici, je l'ai écrit sur WhatsApp, je lui ai demandé si je pouvais avoir une tenue. Elle m'a dit oui, elle m'a demandé quel genre de modèle, je lui ai demandé de m'envoyer des photos, j'ai regardé et j'ai choisi cette tenue-là. Franchement, ce modèle, ça me va bien, ça me plaît beaucoup. Mon objectif, c'est de pouvoir d'abord, à court terme, installer une boutique où nous allons proposer plusieurs accessoires, commençant par Bobo. Petit à petit prendre le Burkina en otage, si je peux le dire ainsi, se déporter dans l'Afrique et pourquoi pas même ailleurs. Je me vois peut-être concurrencer Louis Vuitton après. Avec la coupe sport, football à présent, avec l'apothéose de la Coupe de la Maison d'arrêt et de correction de Banfoura. 16 équipes au départ, la finale a mis aux prises l'équipe des commerçants et celle des financiers.
Vous allez le voir, le match très serré s'est soldé par une victoire des commerçants au tir au but sur le score de 4-3 pour la promotrice qu'est la maison d'arrêt et de correction de Banfora. C'est un pari gagné du point de vue de la recherche du bien-être des détenus. Cédric Wilfried Mabio nous fait vivre cet temps fort. 16 équipes issues des administrations civiles, militaires, paramilitaires et pénitentiaires étaient à l'assaut du trophée de la 2e édition de la Coupe de la Maison d'arrêt et de correction de Banfora. Pour cette finale, c'est l'équipe des commerçants qui a croisé le cuir avec celle des financiers dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Dès le coup d'envoi, les financiers vont subir l'assaut des commerçants qui vont concrétiser cette domination. Plus rien ne sera inscrit jusqu'au retour des vestiaires où l'équipe des financiers va mettre le pied et revenir au score avant de prendre l'avantage sur cette frappe lointaine qui finit sa course dans les filets des commerçants. Je remercie ce jeune opérateur de comme nous l'avons dit dans les premiers moments de ce match. Touchés mais pas coulés, les commerçants vont profiter de l'inattention des financiers et revenir au score avant le coup de sifflet final. À la séance des tirs au but, l'équipe des commerçants va se montrer plus à droite en réussissant 4 tirs contre 3 pour les financiers. Une initiative saluée par les détenus ainsi que la patronne de cette coupe. Je trouve que c'est une très bonne chose pour le milieu carcéral. Donc je saisis l'occasion d'abord féliciter le directeur de la maison d'arrêt de correction de Banfora qui a eu cette belle initiative, en tout cas en organisant cette activité qui a permis en tout cas aux détenus de se frotter aux autres. Permettre aux détenus d'avoir un cadre récréatif. Voilà. Donc ces 3 semaines de compétition les a permis de se recréer, de s'amuser, de se frotter au monde extérieur. Et c'est l'occasion aussi pour eux de s'amender et de se réinsérer. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, nous avons vécu une journée qui ne ressemble pas aux autres jours. Des attestations de remerciement ont été remises aux différentes autorités ayant permis la bonne tenue de cette coupe du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Banfora. Et avant de nous quitter, sachez que l'actualité ce 12 novembre, c'est le décès du dernier président blanc de l'Afrique du Sud. Frédéric Leclerc est décédé hier jeudi 11 novembre à l'âge de 85 ans. L'annonce a été faite par sa propre fondation et l'on retiendra de lui celui qui avait libéré l'icône de l'apartheid Nelson Mandela et partagé avec lui le prix Nobel de la paix en 1993. Président de septembre 1989 à mai 1994, il a aussi joué un rôle central dans la transition d'un régime d'apartheid où la minorité blanche avait le pouvoir vers des élections et le gouvernement du Congrès national africain de Nelson Mandela. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. Le dernier président blanc d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, est mort jeudi à l'âge de 85 ans. Dernier président d'un gouvernement minoritaire après 350 ans de régime colonial et d'apartheid, il cédera le pouvoir à Nelson Mandela, élu en 1994, avec lequel il a partagé un prix Nobel 3 ans plus tard. À l'origine de plusieurs polémiques qui ont terni sa réputation, de Klerk aurait enregistré cette vidéo dans laquelle il a présenté ses excuses pour l'apartheid. Je m'excuse sans réserve pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'apartheid a causés aux Noirs, aux Bruns et aux Indiens d'Afrique du Sud. Permettez-moi dans ce dernier message de partager avec vous le fait que depuis le début des années 80, mon point de vue a complètement changé. Et du fond du cœur, j'ai compris que l'apartheid était une erreur. Jusqu'en 2020, Frédéric de Klerk n'avait pas présenté au nom du Parti national qui a instauré le régime ségrégationniste de profondes excuses à la nation pour les terribles méfaits de l'apartheid. À l'annonce de sa mort, le président sud-africain a salué son courage.
Il a joué un rôle clé dans l'avènement de la démocratie dans notre pays. Il était le leader d'un parti qui était largement discrédité par rapport au rôle joué par le Parti national dans l'application de l'apartheid. Mais il a eu le courage de s'écarter de la voie dans laquelle le parti qu'il dirigeait s'était engagé depuis 1948 et nous nous souviendrons de lui pour cela. C'est de Klerk en 1990 qui ordonne la libération de Nelson Mandela après 27 ans de prison. En 1996, de Klerk avait démissionné du poste de vice-président, reprochant à la nouvelle constitution de ne pas assurer le partage du pouvoir avec les Blancs. La date et le lieu de ses funérailles doivent encore être précisés. Voilà, puisse son âme reposer en paix, et c'est avec cette triste nouvelle que nous refermons ce journal. Occasion pour moi de vous rappeler ceci: n'attendez pas d'avoir tout pour profiter de la vie. Profitez-en à tout moment. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car dit-on, la vie ne tient qu'à un fil. J'espère tout de même vous retrouver demain, même heure, même canal sur ce plateau. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.